Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. Lancement officiel à la radio rurale de Mali, des émissions dédiées spécialement au programme Simandou 2040, une des directives du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation. Et puis dans le reportage grand format de cette édition, c'est cette problématique, l'intelligence artificielle menace ou levier de transformation. Les avis divergent chez les spécialistes, apportent des précisions. Enfin, c'est parti pour la 5e édition du festival du textile Kissi Koloma Kissio. Se veut un événement de renforcement du dialogue interculturel et de valorisation du contenu local. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Mise en œuvre du programme Simandou 2040. Ce vendredi s'est tenue une rencontre dite de cadrage technique. Elle est consacrée à la phase d'implémentation. Elle s'est déroulée sous la houlette du ministre directeur de cabinet à la présidence et président du comité stratégique de Simandou 2040, Djiba Diakité. Sous-lieutenant Bakar Kamano, il est correspondant de la presse militaire. Simandou 2040 mobilise 122 méga-projets et 36 réformes majeures destinées à transformer durablement l'économie guinéenne. La première vague de projets et de réformes est actuellement en cours d'exécution. Sous les auspices du ministre directeur des cabinets de la présidence de la République et président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, une réunion de haut niveau s'est tenue ce vendredi 5 juin 2026 au Palais, en présence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara. Cette séance de cadrage technique était consacrée à l'état d'avancement du programme Simandou 2040 ainsi qu'à sa phase d'implémentation. La rencontre a réuni les membres du comité stratégique de Simandou, le comité ad hoc, la Delivery Unit, les responsables du Guinée Development Board GDB, et les partenaires techniques, notamment le cabinet KPMG. L'objectif de cette rencontre, c'est de faire une réunion de cadrage, un kick-off meeting sur le programme Simandou 2040, notamment dans sa mise en œuvre, la phase d'implémentation après la remise de la documentation sur instruction du président de la République. Le comité stratégique de Simandou a approfondi un diagnostic et a été conduit à mener la mise en œuvre du programme Simandou avec un esprit de co-construction en 2 phases pour pouvoir établir une documentation du programme qui reflète fidèlement la vision du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui est une vision très claire, comment faire de Simandou le levier d'une transformation économique structurelle de la Guinée pour le bien-être de nos populations. Faire également de la Guinée une économie de destination dans les objectifs clés, mais également une économie des ressources. Nous le disons souvent que ressources, pas que naturelles, mais des ressources intellectuelles. Nous avons envie d'exporter plus de matières grises que de matières premières à travers les réformes et les projets que nous allons mener, notamment le capital humain étant au cœur du programme à travers l'initiative Simandou Academy. Différents instruments ont été designés en partant de la Delivery Unit, mais également de Guinea Development Boards, GDB, d'autres instruments qui vont rejoindre la mise en œuvre. Un travail de fond a été fait également avec le gouvernement pour structurer l'élaboration du programme. Aujourd'hui, donc, il est vraiment important et c'est le lieu de féliciter et remercier le Premier ministre, chef du gouvernement, qui aujourd'hui est impliqué dans l'implémentation du programme Simandou, son cabinet, mais également tous les membres du gouvernement. Les échanges ont porté sur plusieurs questions stratégiques, notamment l'alignement des investissements, les perspectives de mise en œuvre du programme Simandou, ainsi que les modalités d'opérationnalisation de la Delivery Unit, structure chargée d'assurer le suivi,
la coordination et l'accélération de l'exécution des projets du programme Simandou 2040. À cette occasion, le cabinet KPMG a présenté le plan d'opérationnalisation de la Delivery Unit, dénommé Guinée Development Board. Dans son exposé, Messa Sall a mis en lumière les principaux indicateurs de performance destinés à mesurer le niveau d'exécution des projets et réformes structurants inscrits dans cette première phase du programme. Effectivement, on est dans une phase où on exécute la première vague, c'est-à-dire tous les projets qui doivent être exécutés entre 2026 et 2030. Donc c'est effectivement un programme très important. Et les indicateurs, c'est quels sont les projets qui ont aujourd'hui été lancés. D'accord ? Donc aujourd'hui, il y a à peu près au moins une 50aine de % des projets qui ont été lancés. Les projets qui ont eu du financement, donc la Guinée a déjà mobilisé une bonne partie des financements et il y a effectivement l'accélération de ce processus. Et surtout, une fois que les projets sont identifiés, il y a une phase d'étude. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec des structures comme la CGP, 50% des projets ont déjà été étudiés et effectivement, avec le reste de l'année, l'ensemble des projets vont être avec des études. Pour soutenir la mise en œuvre des projets inscrits dans la première vague, d'importantes ressources financières sont mobilisées. Les financements prévus dans le cadre du budget national de développement BND, les investissements du secteur privé et les capitaux étrangers viendront contribuer à la réalisation de ces projets structurants et à l'atteinte des objectifs du projet Simandou 2040. Je viens de participer à une réunion du comité stratégique Simandou 2040. Donc la réunion a tourné autour de l'opérationnalisation effective du programme Simandou 2040, donc qui a commencé dans les ministères avec la vague des premiers projets du programme déjà lancés pour plusieurs piliers et qui continuent d'être lancés pour certains. Donc évidemment, dans le cadre du programme Simandou 2040, un financement est attendu et préparé. Il est attendu 30% du budget national, près de 30% des partenaires techniques et financiers et 40% du secteur privé. Donc aujourd'hui, dans notre échange, on a discuté des disponibilités financières que l'État a mis à profit pour accompagner les projets d'investissement Simandou, qui est vraiment à une hauteur supérieure à ce qui s'est passé dans les années précédentes, mais aussi de l'apport des partenaires techniques et financiers qui a été considérable pour cette première vague. On a également parlé du secteur privé, dont la contribution assez notable, mais sur laquelle nous devons banquer, que nous devons renforcer dans les jours à venir. Aujourd'hui, avec la première vague, nous avons à peu près plus de 3 milliards déjà mobilisés, mais il faut qu'on essaie de voir ces 3 milliards concrètement sur le terrain et que les projets ont commencé, mais aussi qu'il y a l'impact de ces projets-là sur la population guinéenne. Mais il était aussi important de souligner que les projets sont importants, mais les réformes, parce que le programme Simandou 2040, c'est 122 méga-projets et 36 réformes. Les réformes sont également importantes parce que sans les réformes, certains projets ne peuvent pas être exécutés. Donc l'objectif désormais, c'est avec les ministères sectoriels, parce que chaque département ministériel a des projets, il y a aussi des réformes. Nous allons travailler pour accélérer ces réformes-là et la mise en œuvre de ces réformes qui peuvent vraiment nous aider pour accélérer la mise en œuvre de ces projets. Nous avons reçu assez d'orientations de la part du comité stratégique et ces orientations nous permettront d'affiner nos stratégies et nos approches pour continuer à accompagner les sectoriels qui portent les projets dans leur exécution. Cette rencontre a également permis d'examiner les mécanismes de gouvernance, les dispositifs de suivi, ainsi que les moyens de renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes. Pour M. Guiba Diakité, la réussite du programme Simandou 2040 repose sur une parfaite synergie entre tous les acteurs concernés afin d'atteindre les objectifs fixés et de faire de ce programme un puissant levier de transformation économique et sociale au bénéfice des populations guinéennes. Les participants ont salué la tenue de cette réunion stratégique qui marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040, véritable cadre de référence du développement socio-économique, durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années. Comme annoncé dans les titres, sous les pieds du Mont Loura, le directeur général de la radio rurale de Guinée procède au lancement des émissions dédiées spécialement au programme Simandou 2040. C'est l'une des directives du ministre Mourana Souma pour favoriser la bonne compréhension de ce programme à langue nationale partout en Guinée. Plus de détails avec Thierno Ousmane Diallo.
Les radios rurales passent à la vitesse supérieure dans le cadre de la vulgarisation du programme Simandou 2040. Dans chacune des 41 stations comme ici à Mali, des émissions en lien avec le programme Simandou 2040 intègrent désormais la grille des programmes. Émettant exclusivement en langue nationale, les radios rurales comptent ainsi apporter une précieuse contribution pour aider les populations dans les zones les plus reculées à prendre connaissance du contenu du programme Simandou 2040 et des activités de mise en œuvre. Parlant du programme Simandou 2040, nous comptons faire des émissions à la radio rurale, des émissions de sensibilisation. Je ne peux que remercier le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation, M. Mourana Souma, et son équipe pour les efforts consentis. Cette radio fait partie du développement économique et social de Mali parce que cette radio est suivie jusqu'au Sénégal, jusqu'en Gambie, jusqu'en Guinée-Bissau et dans toutes les préfectures de la région ici, en fait de la région de l'Abbé. 400 km de frontières, je vous parle de Mali, 13 sous-préfectures et la commune urbaine de Mali. Tout le monde est accroché à son poste radio pour écouter les émissions de cette radio. À la Maison des Jeunes, lieu de lancement des activités, la rencontre est aussi marquée par des sessions d'échange autour du programme Simandou 2040. Les différentes composantes et la portée du programme sont expliquées. Des jeux publics également organisés avec des questions se rapportant toujours au programme Simandou 2040. Nous sommes sur le terrain pour l'application stricte des instructions de M. le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation, son Excellence Mourana Souma, qui a demandé à ce que la radio rurale s'implique dans l'intensification de la communication sur le programme Simandou. Et nous avons commencé par la Moyenne Guinée. Aujourd'hui, nous sommes à Mali où nous nous sommes d'ailleurs entretenus avec les sages. Nous sommes vraiment dépassés, comblés par ce qu'on a vu à Mali. Peu avant les activités de lancement à la Maison des Jeunes, les sages de Mali ont tenu à rendre hommage au chef de l'État pour la stabilité observée et les projets de développement en cours dans le pays. Des prières ont ainsi été organisées à la radio rurale pour la réussite du programme de développement de la Guinée, bâti autour de la vision Simandou 2040. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance locale, deuxième phase PAGL2, l'ANAFIC organise un atelier de restitution de la revue à mi-parcours, une rencontre qui a connu la présence de tous les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Il s'agit d'évaluer les progrès déjà réalisés, identifier les actions à entreprendre pour plus de résultats dans les différentes collectivités locales du pays. Maron Kamara, Moussa Bangoura. À mi-chemin de son calendrier d'exécution, le projet d'appui à la gouvernance locale, deuxième phase, passe au scanner. Cet atelier national de restitution se veut un exercice de transparence et de redevabilité. Face au cadre de l'ANAFIC, aux autorités locales, aux partenaires techniques et aux représentants de la société civile, les premiers résultats sont présentés. Depuis son lancement, ce projet a permis de soutenir de nombreuses initiatives visant à renforcer les capacités institutionnelles des collectivités, à améliorer la gestion des ressources publiques locales et à promouvoir une gouvernance plus participative et inclusive. La revue à mi-parcours qui nous réunit aujourd'hui représente une étape essentielle dans le cycle de ce projet. Cette revue à mi-parcours a permis aux participants de tirer des leçons apprises et de formuler des recommandations visant à améliorer l'efficacité de la mise en œuvre du PAGL2 pour les prochaines phases. C'est un élément très important dans le sens où on veut s'assurer que le projet de PAGL2 soit aligné notamment sur la nouvelle orientation du gouvernement qui est le programme Simandou 2040. Je me réjouis de constater que cette évaluation met en évidence plusieurs acquis significatifs, notamment le renforcement des capacités des acteurs locaux, l'amélioration des outils de planification et de gestion, ainsi que les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des investissements au profit des populations. À travers cette rencontre, le PAGL2 entre dans sa phase décisive. Les faiblesses sont connues et la feuille de route est réajustée. L'ANAFIC et ses partenaires ont désormais les yeux rivés sur l'horizon final avec un seul objectif, faire de la gouvernance locale le véritable moteur du développement du pays.
À Kankan, les travaux de réalisation des schémas régionaux d'aménagement et de développement sont officiellement lancés. Les régions de Farana, Nzerekouré et Kankan sont concernées par cet exercice. L'idée est de rétablir les lignes directrices de l'organisation physique de ces 3 régions administratives. Les ministères du plan et de l'administration du territoire pilotent l'exercice. Djamokaba, Toumani Sira Diallo. L'outil de planification stratégique qui guide le développement des régions guinéennes sont remis au premier plan cette année encore. Ce grand rendez-vous des administrateurs territoriaux servira de creuset d'élaboration des grandes orientations pour permettre aux régions de Kankan, Farana et de Nzerekouré d'affirmer leur rôle de chef de file et mobiliser les instances de dialogue avec les services déconcentrés de l'administration publique. Si certains avaient des difficultés pour ne pas coordonner, maintenant qu'on est ensemble donc au niveau régional, et c'est l'autorité locale là qui va mettre l'accent sur ce qui est déjà fait et ce qu'on doit mettre comme priorité. Ça nous permettra aussi de prendre en compte les aspirations et les besoins de nos populations à la base, et aussi ça permettra aux directeurs préfectoraux du plan de travailler de façon transparente avec les différents secteurs. Les nouvelles réalités sont débattues pour l'égalité des territoires, un financement de l'ANAFIC pour ressortir une vision régionale du développement durable. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement est l'association de la planification normale que nous faisons aux aspects géographiques pour recenser sur le territoire physique le besoin de nos collectivités afin de les aider à mieux financer à travers le plan national de développement économique et social qui aujourd'hui est le Simandou 2040. La remontée des informations et la rédaction des préoccupations régionales réconfortent les directeurs préfectoraux du plan de la région de Kankan. Ils reçoivent chacun un ordinateur pour atteindre cet enjeu majeur. Les gouverneurs de Nzerekouré, Farana et de Kankan ont reçu également des documents pour saisir le contenu du programme Simandou 2040, un pont vers la prospérité du pays dont les retombées ne comptent épargner aucune localité. Changement d'identité dans l'audit en Guinée, fiduciaire France-Afrique FFA s'appelle désormais Heritage. Ce réseau qui accompagne les entreprises et décideurs du continent dans leur transformation et performance tient toujours la corde avec la même équipe et les mêmes exigences. Seule nouveauté, une vision assumée pour créer une expertise locale africaine pour des Africains et pour l'Afrique. Noumousso Diaguiti. Un nom évolue pour mieux refléter son histoire. Le cabinet FFA, figure de l'audit et du conseil en Guinée, se repositionne sous le nom d'Heritage, un symbole fort de l'engagement du cabinet dans la construction d'une vision africaine qui combine expertise internationale et connaissance approfondie du continent. Heritage, c'est 2 mots fondus en un seul. Héritage, c'est l'héritage. Donc nous disposons aujourd'hui de plus de 50 années d'expérience sur le continent. Donc c'est l'excellence africaine assumée. Le second mot, c'est edge. En anglais, ça veut dire avantage compétitif. C'est la promesse qu'on veut apporter à nos clients et conseils pertinents qui leur permettent d'avoir un avantage compétitif et justement de pouvoir se projeter là où les autres hésitent d'aller aujourd'hui. Et la Guinée joue un rôle très important dans la vision que nous avons pour l'Afrique. Il ne faut pas oublier que la Guinée est un pays qui regorge de ressources, qui regorge de potentiel. Nous pensons que nous avons les moyens nécessaires pour apporter ce qu'il faut au développement de la Guinée. Le renforcement du secteur juridique et la valorisation du contenu local permettent de sécuriser les grands projets et attirer les investisseurs. Pour nous, pour Rio Tinto, pour Simfer, donc c'est des gens bien connus et on est très heureux de voir aussi que le réseau est régional. Et c'est la Guinée et c'est l'Afrique francophone, donc ça nous fait vraiment plaisir. Ça donne une force spéciale et unique à ce réseau pour qui on souhaite vraiment la plus grande réussite. Si on a de l'expertise locale pointue qui connaît mieux notre cadre réglementaire et notre cadre législatif, ce ne sera que bénéfice pour la Guinée. Le ministère des Mines et de la Géologie et aussi l'ensemble des membres du gouvernement travailleront avec
plaisir avec Heritage, avec qui d'ailleurs nous travaillons sur d'autres problématiques pour continuer à accompagner le développement de la Guinée à travers la vision du président de la République. Avec cette nouvelle appellation, Heritage s'affirme ainsi comme un acteur clé de la scène économique africaine qui participe activement à son évolution et à son développement. Révolution technologique majeure de notre époque, l'intelligence artificielle est en train de redessiner les contours de nombreux métiers. Si certains y voient un levier de transformation, par contre, d'autres s'interrogent sur ses multiples conséquences. C'est le reportage grand format de notre rédaction avec Moussa Daraba. L'intelligence artificielle, une révolution silencieuse, mais déjà bien présente dans notre quotidien. À commencer par les téléphones que nous utilisons tous les jours, jusqu'aux décisions que nous prenons. L'IA s'invite désormais dans presque tous les aspects de notre vie. Elle représente une opportunité pour certains, mais une menace pour d'autres. Une chose est sûre, cette technologie redéfinit les règles du jeu du 21e siècle. Aujourd'hui, l'IA change tout dans la manière de travailler, d'apprendre, d'analyser l'information, de stocker l'information. Pour aujourd'hui rédiger une note technique ou un rapport suite à une activité, sans l'IA générative, donc avant 2022 par exemple, il fallait prendre 2 jours voire une semaine pour générer un type de document. Aujourd'hui, en 1 heure, en 15 minutes même parfois, on peut générer ces documents de manière structurée, de manière professionnelle. La différence entre l'IA et l'humain, c'est que l'IA, ça reste une machine. Ça permet de stimuler les capacités humaines. Donc c'est une simulation et elle est basée sur des statistiques. Alors que l'humain, justement, on met en action tout un ensemble d'éléments cognitifs. Du journalisme à l'ingénierie, en passant par la médecine ou encore le commerce, aucun secteur n'échappe à cette transformation technologique. Automatisation des tâches, gain de temps, nouvelles opportunités, autant d'avancées auxquelles l'intelligence artificielle s'impose progressivement comme un outil incontournable. J'utilise l'IA au quotidien dans le travail et dans la gestion des plateformes universitaires, parce qu'il faut rappeler que c'est moi l'analyste développeur ici, donc c'est moi, je développe les solutions pour l'université. Ces solutions vont être mises à disposition des étudiants. Donc aujourd'hui, grâce à l'utilisation de l'IA, je peux automatiser certaines tâches, je peux aussi générer du contenu, je peux analyser des données, je peux aussi développer des solutions académiques pour mettre à disposition des étudiants. L'IA m'a permis d'augmenter en productivité en fait. On a compris que c'est quelque chose qui est indispensable dans le quotidien d'un étudiant s'il veut apprendre, s'il veut faire des recherches. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que tous ces outils-là, chaque outil a sa spécificité en fait. Si tu veux faire des recherches, si tu veux faire de la rédaction, il y a un outil qui est personnel, qui est spécialisé dans ça. Si vous devez soumettre une offre pour une entreprise, vous avez avoir tendance d'habitude à prendre des heures à aller rechercher toutes ces données-là, configurer des dossiers. Aujourd'hui, vous pouvez le faire de manière plus rapide avec l'intelligence artificielle, un agent IA qui peut vous aider, qui peut vous assister, et aussi l'IA générative en soi-même qui est beaucoup plus simple, donc les plateformes comme Claude, ChatGPT, DeepSeek, qui vous permettent aujourd'hui de vous dupliquer. Vous n'avez plus besoin d'être vous seulement. Aujourd'hui, elles peuvent remplacer des métiers, mais elles ne peuvent pas remplacer des convictions, elles ne peuvent pas remplacer des valeurs. Ça, seul un être humain peut l'avoir. Entre curiosité, adaptation et parfois méfiance, chacun appréhende cette technologie à sa manière. Cette montée en puissance, rapide et parfois déroutante, soulève aussi de nombreuses interrogations. Certaines professions sont-elles menacées? L'intelligence artificielle peut-elle remplacer l'humain ou simplement l'assister? Je me dis que l'IA ne peut pas agir toute seule. En Afrique, je ne me dis pas c'est une menace. Parce que ce que tu pouvais faire en 3 heures de temps, l'IA te donne ça en 30 minutes, voire en 30 secondes. Ça permet de gagner en temps. Un adage souvent qui dit que c'est pas l'IA qui va remplacer l'humain, ce sont les humains qui utilisent l'IA qui vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Et donc, vraiment, il ne faut pas craindre l'IA. C'est un outil, comme le véhicule permet d'aller plus vite, comme la calculatrice permet de faire plus de calculs plus rapidement, comme l'ordinateur permet d'écrire mieux et avec des corrections automatiques, mais l'IA permet d'aller plus vite. Pour de nombreux professionnels, le défi est désormais clair. Comprendre, s'adapter et surtout ne pas subir.
Car au-delà des craintes, l'intelligence artificielle ouvre aussi la voie à de nouvelles formes de créativité et de productivité. Entre transformation progressive et véritable mutation des métiers, l'intelligence artificielle redessine peu à peu les contours du monde du travail. Mais une chose est certaine, dans cette nouvelle ère, ce ne sont pas forcément les machines qui remplaceront les hommes, mais ceux qui sauront les utiliser, qui feront la différence. Sur le continent, 4e édition du hackathon sous-régional de cybersécurité de la CEDEAO. Elle se tient actuellement à Accra, la capitale ghanéenne. L'innovation, la cybersécurité et la protection du cyberespace sont au cœur de cette compétition sous-régionale. Le CILISEC est conduit par plusieurs jeunes startups animés par l'esprit de la gagne. Nos représentants s'activent à remporter la victoire finale. Abakar Djabi, Morla Souma, envoyé spéciaux. Accra, la capitale du Ghana, va bientôt accueillir la 4e édition du hackathon sous-régional de la cybersécurité. L'événement est organisé par la CEDEAO. À cette compétition sous-régionale dédiée à l'innovation, à la cybersécurité et à la protection du cyberespace ouest-africain, la Guinée sera représentée une fois encore par ces jeunes réunis au sein de l'équipe CILISEC. Il faut savoir que le concours se passe en 2 étapes. Il y a une première étape qui est déjà passée, la phase de qualification, qui a duré pendant 1 mois en fait. Et lors de ce concours, on a eu à se préparer, on a eu aussi à se battre contre d'autres Guinéens qui ne sont même pas en Guinée en fait, qui sont en France, aux États-Unis. Mais heureusement, on a su surmonter les défis et nous voilà aujourd'hui en tant que premier de la Guinée et représentant de la Guinée lors de la finale de l'ECOWAS-CTF à Accra. Ici à Conakry, les actions sont entreprises pour accompagner ces jeunes. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en Guinée apporte son coup de pouce afin d'encourager la transformation numérique et la souveraineté technologique portée par le programme Simandou 2040. Cette année aussi, on va de façon engagée et très motivée à l'idée de remporter ce concours et d'apporter ce trophée à toute la Guinée entière et aussi à tous les jeunes qui aujourd'hui qui sont passionnés par l'informatique et surtout par la cybersécurité. Nous encourageons nos jeunes représentants à porter haut les couleurs de la Guinée. Ils partent pour apprendre, compétir, représenter notre pays et revenir avec une expérience utile pour toute la nation. L'ANSI Guinée restera engagée à leur côté. La participation de ces jeunes candidats à ce concours représente bien plus qu'une simple compétition. Mais il s'agit d'un cadre d'apprentissage pratique, d'échange d'expériences et de confrontation avec d'autres talents de la sous-région. Dans l'actualité également, le phénomène inquiète Nongo est sous surveillance après l'effondrement d'un immeuble à Lambani-Waria et l'apparition de nombreuses fissures dans les concessions voisines. Les populations s'interrogent des habitations, des infrastructures routières, voire même le stade Petit Souris présente des signes de fragilité. Le ministre de l'Habitat et celui des Mines sont déjà sur place pour évaluer les risques et envisager des mesures à prendre. Plus de détails avec Maïmouna Bella Diallo. À Nongo Konteya, Nongo Tadi, à l'ancienne raffinerie ou encore aux abords de Kiroti, les fissures sont devenues le sujet de toutes les conversations. Sur les murs, les sols et parfois jusqu'aux fondations, les traces sont visibles. Certaines familles vivent désormais dans la peur de voir leur habitation céder sous leurs yeux. Ça fait 4 mois comme ça s'est produit. Bon, avec le truc, on n'a rien senti. Mais juste en voyant l'écartement avec les fissures, juste ça, on a senti ça comme ça. Le phénomène ne se limite pas aux concessions. Des infrastructures publiques présentent elles aussi des signes inquiétants de fragilité. Sur la route reliant le stade Petit Souris de Nongo à Kiroti, de larges fissures traversent la chaussée. Le stade lui-même porte les marques de ce mouvement du sol.
Dans cet immeuble de 6 étages, situé à Nongo-Konteya, les propriétaires ont déjà entrepris des travaux de renforcement structurel, notamment la consolidation des piliers. Une tentative de sécurisation du bâtiment en attendant des réponses des spécialistes. Même si les techniciens estiment que le colmatage des fissures ne ferait qu'aggraver la situation. Pour de nombreux riverains, ces images réveillent le souvenir encore récent du drame de Lambagny-Wareya. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, accompagné du ministre des Mines et de la Géologie, s'est rendu dans les zones touchées afin d'évaluer la situation et de recueillir les premières données techniques. Il faut savoir qu'ensemble, on avait déjà envoyé une mission au mois de mai, le 7 mai, et cette mission est venue faire les premiers constats. Il y a eu un rapport dont l'examen continue, mais on voit que le phénomène ne fait que s'amplifier. Le ministre a demandé qu'on se rende sur les lieux ce matin nous-mêmes, pour en compagnie de nos techniciens respectifs, pour faire le point de la situation, voir ce qu'il y a lieu de faire et sur la base de ça, mettre les deux équipes ensemble pour travailler afin qu'on détermine les causes. Selon les premières observations, plusieurs facteurs pourraient être à l'origine de ces fissures. Les spécialistes évoquent notamment la multiplication des forages, l'occupation de zones géologiquement sensibles, l'absence d'études de sol avant certaines constructions, ainsi que le non-respect des normes d'urbanisme. C'est inquiétant. C'est le moment pour nous, en tout cas, de dire à tous les citoyens d'être vigilants. Tous les bâtiments qui sont en danger vont être, d'ailleurs, on a commencé à évacuer du côté de Lambagny la dernière fois. Ça va être le cas pour tous les bâtiments dont, en tout cas, le site est vraiment très sensible. La stabilité des sols est désormais au cœur des préoccupations. Pour coordonner l'action des différents services de l'État, une réunion d'urgence est annoncée ce lundi au ministère de l'Urbanisme. Elle réunira les ministères des Mines, de l'Environnement et de l'Administration du territoire en vue de la mise en place d'un comité interministériel chargé de suivre l'évolution de la situation et de prévenir tout nouveau drame. Caniveaux bouchés, déchets sauvages, quartiers inondés sont entre autres conséquences de l'insalubrité à Conakry et pourtant derrière elle une bataille silencieuse menée par le ministère de l'Assainissement et les collectivités. L'assainissement, c'est un combat collectif qui exige du temps, de la constance et l'engagement de tous. Nos reporters ont suivi sur le terrain des mois d'efforts mais aussi des défis structurels. Mariam Kamara, Mohamed Koya Kamara. Depuis plusieurs mois, les médias, les citoyens et les partenaires le constatent. Le ministère de l'Assainissement, en lien avec le gouvernorat de Conakry, les communes et les acteurs locaux abattent une opération d'assainissement de grande envergure. Jamais la question de l'assainissement n'a autant occupé le débat public national. Jamais autant d'opérations de curage, de désobstruction, de sensibilisation et de mobilisation n'ont été menées simultanément sur le terrain. Mais il faut dire les choses clairement, nous faisons face à un problème structurel chronique, hérité de plusieurs décennies de retard. Pendant des années, l'urbanisation a couru plus vite que les infrastructures. Les caniveaux ont été envahis, les ouvrages bouchés, l'incivisme s'est installé et les financements sont restés insuffisants. Aucun pays ne rattrape en quelques mois des déséquilibres construits sur des décennies. Aujourd'hui, sous l'impulsion du gouvernement de la Ve République et du président Mamadi Doumbouya, l'assainissement est devenu une véritable affaire d'État. Plus qu'un simple nettoyage, c'est un enjeu de santé publique, de sécurité, de développement économique et de dignité nationale. Au niveau du ministère de l'Assainissement, deux priorités l'emportent pour l'instant. Premièrement, la mise en place d'un mécanisme financier indépendant du budget national de développement avec plusieurs leviers. Deuxièmement, la fermeture du site de Dar es Salaam. Selon le ministre, le schéma directeur existe, la politique nationale existe aussi, mais il faut absolument trouver des fonds nécessaires pour financer l'ensemble des projets, accompagner les PME, réaliser des infrastructures sur tout le territoire, soutenir la transformation des déchets et renforcer la sensibilisation, ainsi que la répression. À ce jour, ce n'est pas un manque de stratégie. Il faut sortir définitivement des actions de financement aléatoires qui durent depuis une trentaine d'années. L'échec des stratégies antérieures est dû au fait que l'essentiel des dépenses reposait sur le BND et ça ne marche pas.
Autre solution, miser sur une synergie d'action dans les écoles, considérée comme le point de départ. Mais le constat est sans appel. Dans les salles de classe, les toilettes des établissements qui forment les citoyens de demain sont dans un état que tout le monde connaît. Les efforts de l'État, aussi importants soient-ils, ne suffiront pas seuls. La réussite dépend aussi de la mobilisation de chacun. Chaque caniveau préservé, chaque déchet correctement jeté, chaque geste citoyen protège des familles, des quartiers et des vies. D'ailleurs, une question se pose, pourquoi 90% des caniveaux sont-ils ouverts et non fermés? C'est un problème profond, mais qui trouvera une solution de gré ou de force. Alors, il y a urgence à prendre conscience, à faire preuve de solidarité et à s'engager. Cette lutte n'est pas que celle d'une administration contre l'insalubrité, mais aussi et surtout celle des populations pour leur propre bien-être, leur sécurité et l'avenir de leurs enfants. L'État agit, les collectivités se mobilisent, les équipes sont sur le terrain jour et nuit, mais pour gagner durablement cette bataille, tous devons avancer ensemble avec patience, responsabilité et détermination. L'assainissement, ce n'est pas que l'affaire d'un ministère, c'est l'affaire de toute une nation. En région, à Labé, la saisie d'une viande impropre à la consommation au grand marché de la ville a fait les choux gras de la presse locale. Les services sécuritaires, une fois alertés, ont mis le grappin sur le produit et les présumés coupables. Les enquêtes se poursuivent et nos correspondants basés dans la région nous reviennent plus en détail. Sarabdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. Cette viande impropre à la consommation est saisie sur le marché par la brigade de recherche de la gendarmerie de Labé. Une opération rendue possible grâce à la vigilance et à la collaboration des citoyens. 3 personnes suspectées d'être impliquées dans ce trafic sont interpellées. À l'issue de leur audition, les suspects sont mis à la disposition de la justice pour la suite de la procédure. C'est le jeune Eladji Kokouma qui a appelé le président de Boussé de Labé en lui disant qu'il y a 12 à 17 têtes de bœufs qui étaient destinés pour Pita. Malheureusement, leur firco est en panne. Je vous vends 1 kilo à 55 000 francs. Ensuite, on a constaté que la viande était pourrie. Il s'agit d'une offrande de bœuf destinée à la population de l'Abbé, qui aurait été détournée, conservée dans de mauvaises conditions, avant d'être introduite dans le marché en état de décomposition. Par conséquent, ils seront déférés en même temps que les pièces à conviction devant monsieur le procureur de la République. La lutte contre la commercialisation de viande impropre à la consommation figure parmi les priorités du ministère de l'Élevage. L'objectif est de préserver la santé publique et de prévenir tout risque sanitaire lié à la consommation de produits non conformes. Les 3 suspects qui ont été pour le moment été interpellés ont été placés sous mandat de dépôt et déférés à la maison centrale de l'Abbé. Donc la suite, dans les jours à venir, on fera leur jugement. Cette nouvelle saisie menée par les services de sécurité en collaboration avec les services vétérinaires illustre la volonté des autorités de renforcer les contrôles sur les marchés. Les élèves du district de Tchangédi, préfecture de Gawal, se frottent les mains. Ils disposent désormais d'une nouvelle école élémentaire. Fini le calvaire lié au long trajet pour la quête du savoir. À travers cette action, l'entreprise minière AMC entend améliorer les conditions d'apprentissage et encourager la scolarisation des enfants, notamment les jeunes filles. Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. Ces images illustrent les conditions difficiles dans lesquelles étudiaient ces derniers temps les élèves du district de Tchangédi, dans la sous-préfecture de Wendombourg, préfecture de Gawal. Désormais, ces images deviennent de lointains souvenirs pour ces jeunes apprenants. Une nouvelle infrastructure scolaire est construite pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. L'édifice est entièrement réalisé et équipé par l'entreprise minière AMC-MC en vue d'encourager la scolarisation des enfants dans cette zone minière de Boké. L'éducation étant le pilier essentiel du développement, cette école permettra aux enfants d'étudier dans les meilleures conditions et offrira aux enseignants un cadre plus adapté pour
transmettre le savoir. La construction de cette école élémentaire de Kiangedi pourrait désormais améliorer le ratio des élèves dans les salles de classe. Une manière pour AMC d'accompagner l'État guinéen dans son programme de qualification du système éducatif à la base. Monsieur le DPE me charge de vous dire que ce que vous avez fait, vous n'avez pas jeté, et ces enfants que vous voyez devant vous seront formés ici et deviendront, n'est-ce pas, les cadres de demain. Construire une école, c'est fermer une multitude de prisons. Chose aidant, l'école est propre et attrayante, plus les enfants auront la volonté et le courage d'aller vers l'école. Au-delà de cette nouvelle infrastructure scolaire de Kiangedi dans Gawal, l'entreprise minière AMC-MC a réalisé une route communautaire d'environ 3 km qui relie les différents villages bénéficiaires de cette école pour faciliter le déplacement des élèves. Conakry au rythme du réveil spirituel pendant 4 jours pour cause de la tenue de la conférence internationale Afrique Lève-toi et brille. L'édition 2026 a réuni des centaines de fidèles autour du thème prophétique Réveiller l'Afrique francophone sur l'esplanade du Palais du Peuple. Chaque soir, des croisades de réveil ont attiré des foules venues des différents quartiers de la capitale. Pascaline Yomalo, Marie-Angélique Bangoura et Rachel Tedounou pour en savoir davantage. Après les éditions tenues en Côte d'Ivoire et au Togo en 2025, la Guinée a accueilli cette rencontre spirituelle d'envergure qui a mobilisé des centaines de croyants. Les participants ont vécu des moments intenses de prière, de guérison et de délivrance dans une atmosphère marquée par la foi et la recherche de la présence de Dieu. Je souffrais de quelques maladies. À l'intérieur, mon ventre me faisait mal. Mais arrivé ici, Dieu a fait de merveilles. J'ai vu une guérison totale. Et donc, je remercie le Seigneur pour sa main divine sur ma vie. Et je remercie également ces hommes de Dieu qui ont béni la Guinée à travers des paroles prophétiques. Et que ces paroles prophétiques auront un changement pour cette nation. Depuis mercredi, j'ai commencé à assister à ce programme. Dieu a opéré le miracle dans ma vie. Il y a beaucoup de choses dans ma vie. Dieu l'a annulé. On se rend grâce à Dieu parce que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Des serviteurs de Dieu venus d'Afrique du Sud, des États-Unis et du Gabon ont apporté des messages de foi, d'espérance et de transformation pour l'Afrique, avec une attention particulière portée à la Guinée. Entre prédication, prière et moments de consécration, les fidèles ont été invités à renouveler leur engagement spirituel. C'est une nouvelle saison qui arrive. L'Afrique va s'affranchir des servitudes du passé. Déjà, il y a des mouvements que vous voyez en Afrique. La Guinée est un pays à revenir qui va jouer un grand rôle dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique peut trouver des solutions interafricaines dans tous les problèmes économiques, politiques. Dans une ambiance de célébration et d'action de grâce, les participants ont rendu gloire à Dieu pour les bénédictions reçues tout en renouvelant leur engagement à porter le message du réveil spirituel au sein de leur communauté. C'est parti pour la 5e édition du festival du textile qui s'y appelé Kolama Kissio. L'événement ambitionne de consolider le sentiment d'appartenance, de renforcer le dialogue interculturel et de contribuer à la dynamique nationale de valorisation du contenu local. Mamadou Djoumaba, Abdul Karim Kamara. Au-delà de son caractère vestimentaire, il est à la fois mythe et légende en pays qu'ici. Une fierté racontée depuis la nuit des temps dans des ateliers comme celui-ci. Ce textile, appelé en langue vernaculaire Kolama Kissio, met en valeur l'identité culturelle de cette contrée de la Guinée forestière. Pour la 5e fois, un festival est dédié à ce textile patrimonial. Une initiative pour promouvoir ces tissus comme élément fédérateur d'unité, de cohésion sociale et d'identité collective. Nous sommes en train de nous battre pour faire renaître un métier qui était maintenant sous le point de disparaître. Ce qui fait la valeur aussi de ce festival, c'est la transmission du savoir ancestral. C'est ce que nous essayons de faire à travers le festival, histoire d'expliquer aux jeunes pourquoi réellement nous devons pérenniser cet acquis que nos aïeux nous ont laissé. Toutes les places fortes traditionnelles de ce savoir-faire qu'ici prennent part à ce festival. Et le créateur du
concept Kolamakisio, c'est lui. Par l'ambition dont il nourrit, le textile du pays Kissi a même été exposé à Dubaï en 2024. On a une charge, c'est-à-dire les gens même nous mettent à la place de l'État pour dire qu'au lieu d'importer, il faut essayer de cultiver le coton. Et qui parle d'agriculture parle des gros moyens. Voilà, on a même un projet allant dans ce sens pour pouvoir subventionner nos mamans, les artisans qui se trouvent dans l'activité de la filature. Sur les couleurs et les techniques de tissage, chaque détail raconte un statut social, une appartenance ou un événement. Au fil des éditions, décideurs et partenaires y trouvent leur compte. Kolamakisio comprenez par cet événement culturel que c'est un patrimoine culturel propre à la Guinée qui a valorisé, et quoi de plus évident que Soutramoni participe à cet événement et surtout en tant que sponsor officiel de Kolamakisio. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la vision du président Mamadi Doumbouya qui consiste à accorder une importance capitale à la culture dans notre pays. Pour cette 5e édition du festival Kolamakisio, il faut noter la participation de 60 artisans et stylistes, la présentation de plus de 200 créateurs textiles traditionnels, 2000 visiteurs et la consolidation d'aptitudes de 1000 jeunes. Enfin, sport, football, Coupe du Monde 2026, la fête du foot mondial démarre ce 11 juin. Pour cette édition, l'Afrique a 10 représentants après les pharaons d'Égypte. Les Lions de l'Atlas place ce soir aux Lions de la Tiranga, menés par Sadio Mané au sommet de sa carrière et d'autres pépites du foot européen. Les Lions veulent franchir un nouveau cap, mais face à des adversaires redoutables, la bataille s'annonce intense dans la tanière pour la bande Pape Thiaw. Les véritables atouts du Sénégal, c'est dans ce reportage signé Kadiatou Traoré. Habituée désormais aux grandes compétitions internationales, l'équipe du Sénégal de football aborde cette nouvelle campagne mondiale avec confiance. Finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, puis auteur d'un parcours honorable lors du dernier mondial, les Lions veulent confirmer leur statut de place forte du football africain. Il ne fait l'ombre de doute que l'équipe nationale du Sénégal est logée dans la poule dite poule de la mort avec la France, la Norvège et l'Irak. Donc ça va être hyper compliqué pour la sélection sénégalaise pouvoir franchir le premier tour. Donc il suffit de battre la France ou avoir un match nul, réaliser une belle performance contre la Norvège et de terminer en beauté à Toronto face à l'Irak. Le Sénégal possède aujourd'hui un effectif capable de rivaliser avec plusieurs grandes nations. L'expérience de certains cadres pourrait faire la différence. Avec des joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens, le sélectionneur sénégalais peut compter sur un groupe équilibré entre jeunesse et expérience. La solidité défensive, l'impact physique au milieu et la vitesse offensive constituent les principales armes de l'équipe. Norvège qui retrouve la compétition 28 ans après et l'Irak qui retrouve la compétition 40 ans après. La France, finaliste malheureux lors de l'édition précédente. Le Sénégal aujourd'hui va jouer toutes ses chances dans cette poule, mais surtout aller conquérir, on va dire, le monde appelé l'Afrique. Dans ce groupe, chaque match sera décisif. Le Sénégal devrait surtout éviter les erreurs défensives et être efficace devant les buts. Mais la mission ne serait pas simple. Les adversaires de la poule I affichent également de solides arguments. Pour espérer décrocher une qualification au second tour, les Lions devront faire de régularité et de maîtrise mentale. Tout reste possible, la stratégie et la partie à Pape Thiaw, mais il faut toujours éviter de venir pour jouer un seul match, aussi important soit-il contre la France. Déterminés à écrire une nouvelle page de leur histoire, les Lions de la Teranga savent qu'ils n'auront pas droit à l'erreur. Entre ambition, pression et espoir, le Sénégal rêve déjà d'un parcours mémorable sur la scène mondiale. C'était tout pour ce soir. Un grand était le plaisir pour moi de vous servir. Toutes ces informations sont à retrouver sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, terre de richesse et d'opportunités. Inch'Allah.